Bonjour, voilà, nous sommes toujours en direct de l'Université d'été des mouvements sociaux à Grenoble. Donc c'est l'émission Article 35, c'est TV Bruit, vous êtes en direct sur tous les réseaux sociaux de la planète. Et sur le plateau ici avec moi, j'ai donc Nicolas Leroux, donc qui est membre des Amis de la Terre, donc porte-parole plutôt des questions commerciales, et donc qui est coordinateur aussi du site bilatéral.org. Et Jacques Berthelot, donc, qui est économiste, donc, qui travaille sur les questions agricoles dans les échanges internationaux, donc, qui fait partie aussi d'Attac, voilà, et de Sol, donc, qui est une autre ONG donc, qui travaille sur ces problématiques-là, en Afrique et dans d'autres continents. Voilà. Alors, on a assisté à l'atelier sur les accords de partenariat économique, ces accords-là dont on entend peu parler en fait dans les médias, et qui concernent en fait l'Afrique et l'Union européenne. Donc ce sont des nouveaux accords de libre-échange bilatéraux, comme on dit maintenant, qui vont concerner l'Europe et puis certains pays d'Afrique. Donc alors il y a des techniques comme ça où ils sont un peu regroupés, divisés par petits groupes, voire individuellement. Donc c'est des nouvelles techniques en fait vis-à-vis de ces APE. Alors globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement elles sont un peu tournées donc plutôt favorablement en faveur de l'Europe, et donc elles poussent à baisser les barrières douanières et donc et les barrières non tarifaires aussi, à les supprimer pour que les entreprises plutôt européennes puissent placer plus facilement leurs produits et intégrer ces marchés. Alors voilà, donc j'ai voulu un peu parler d'aujourd'hui avec vous, des méthodes où en sont les négociations. Donc Jacques, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait? Où c'est qu'elle en est? Elle a signé avec le Ghana et la Côte d'Ivoire 2 accords par exemple. Et est-ce qu'elle fait d'autres pressions pour vraiment pousser sur ces deux... Bon, au départ, donc, pour résumer très rapidement, depuis le début des accords commerciaux non réciproques, dit les accords de Lomé, donc en 1975, jusqu'à l'an 2000, donc il n'y avait pas trop de problèmes. Donc l'Union européenne permettait donc aux pays, donc les anciennes colonies d'Afrique subsaharienne, bon, il y en a aussi en Caraïbes et Pacifique, mais limitons-nous à l'Afrique subsaharienne. Donc ces pays, donc jusqu'en 2000, pouvaient donc exporter sans payer de droits de douane tout ce qu'ils avaient exporté, donc sauf les armes, bon, et pouvaient par contre taxer tout ce qu'ils importaient de l'Union européenne. Mais à la fin des années 90, les producteurs de bananes, exportateurs de bananes d'Amérique latine, donc se sont plaints qu'eux aussi c'était des pays en développement, mais ils devaient payer des droits de douane lorsqu'ils exportaient des bananes dans l'Union européenne. Et donc ils ont poursuivi et gagné à l'OMC en disant donc voilà, il y a une discrimination, vous ne respectez pas le principe de non-discrimination selon l'origine géographique des produits. Alors l'Union européenne a accepté d'être condamnée. En fait, elle était bien contente d'être condamnée parce qu'elle aurait très bien pu refuser, étant donné qu'il y a aussi un principe que la discrimination peut être effective. Il peut y avoir une discrimination entre les pays en développement selon leur niveau de vie, selon leur niveau de développement. Or, le PIB par tête des 9 pays d'Amérique centrale et andine qui exportaient les bananes était 2,3 fois supérieur à celui des 3 pays, Ghana, Cameroun et Côte d'Ivoire, qui exportaient la banane d'Afrique. Donc l'Union européenne ne l'a pas fait. Mais, et parallèlement d'ailleurs, en 2000 aussi, les États-Unis ont maintenu des accords non réciproques avec les pays d'Afrique subsaharienne, dit l'AGOA, African Growth Opportunity Act, et ça a été renouvelé encore pour 10 ans en 2015. Donc ils ont maintenu des accords non préférentiels. De leur côté, même la Chine et l'Inde ont aussi des accords, disons, commerciaux. Enfin, ils ont l'équivalent donc de l'accord vis-à-vis des PMA que l'Union européenne a aussi avec l'accord Tout sauf les armes. Bref, donc l'Union européenne, pourquoi? Parce que alors que durant la période des accords de Lomé, c'était la Direction générale de la coopération et du développement qui négociait les accords commerciaux avec ces pays, à partir de 1995, on peut dire en fait, c'est la DG Commerce dont le seul souci, c'est de s'ouvrir des marchés.
elle n'a aucun souci de promouvoir le développement de l'Afrique. Voilà, donc effectivement, donc, on est un peu sur ce problème-là. En fait, l'Union européenne, en termes de négociations, de discussions avec des États étrangers, donc, soutient que les grandes entreprises en fait, de la communauté. Voilà, quoi. Il y a juste cet axe-là qui est porté en fait. Oui, et on peut dire même que pour l'Afrique de l'Ouest, ce sont essentiellement les grosses entreprises agroalimentaires françaises qui ont poussé à cet accord de libre-échange donc avec l'Afrique de l'Ouest. Mais comme, fort heureusement, le plus gros pays, à savoir le Nigeria, qui représente 72% du PIB de l'ensemble des 16 États d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire les 15 États de la communauté économique et de l'Afrique de l'Ouest, dit la CEDEAO, plus la Mauritanie, le seul Nigeria, c'est 72% du PIB de l'ensemble. Et 52% de la. Donc le Nigeria ne veut pas signer. Voilà, donc le Nigeria, c'est un des rares pays d'Afrique qui refuse de signer ces accords de partenariat économique. Absolument. Parce que justement, il a un petit tissu industriel et de producteurs locaux. Et donc, ils ont pris conscience un peu qu'ils voulaient le protéger. Alors, ils veulent le protéger contre l'impérialisme ancien européen. Mais est-ce qu'il y a, Nicolas, peut-être d'autres nouveaux impérialismes qui apparaissent en Afrique? Des nouveaux, donc il y a les États-Unis, il y a la Chine aussi. Oui, c'est exactement ça. En fait, actuellement, on voit que l'Afrique n'est pas seulement la cible des investisseurs et des multinationales européennes, mais on voit aussi que les États-Unis, bien sûr, comme le disait Jacques, dans le cadre de l'AGOA notamment, veut avoir sa part du marché africain. Et la Chine, l'Inde aussi, sont des marchés, donc des économies dites émergentes. La Chine, on peut d'ailleurs discuter ce terme, mais qui veulent leur part du marché africain et qui veulent bien sûr que leurs multinationales, leurs investisseurs construisent des projets en Afrique, écoulent les produits en Afrique, et pour ça elles utilisent notamment donc, les accords de libre-échange comme les APE, mais aussi des accords de libre-échange avec certains pays africains, ou même elle va dans le futur utiliser ce nouveau projet qui s'appelle la zone de libre-échange continentale africaine pour pouvoir avoir mainmise aussi sur le marché africain. D'accord, oui, la ZLEC, donc, qui est un nouveau projet normalement qui est interne aux pays africains. Et donc qui peut être contrôlé en sous-main par les puissances étrangères aussi. Oui, c'est ça, parce que la ZLEC, beaucoup d'économistes en Afrique s'interrogent. On fait une zone de libre-échange, très bien, mais qu'est-ce qu'on va échanger? En Afrique, qu'est-ce qu'on a échangé? Des matières premières, c'est tout. On ne va pas s'échanger des matières premières les uns par rapport aux autres. Donc les seuls produits qu'on a échangés, c'est les produits qui nous viennent d'Europe, de Chine, d'Inde, etc., qu'on va s'échanger les uns les autres. Donc les multinationales de ces pays sont bien sûr très contentes que ce projet soit mis en place, et l'Union européenne avait d'ailleurs mis la pression pour que ce projet soit réalisé, parce qu'elles pourront bénéficier de cette zone de libre-échange. Et comme d'ailleurs d'autres économistes le soulignent en Afrique, notamment Ndongo Samba Sylla, qui est un éminent économiste sénégalais, il disait qu'avant de mettre en place cette zone de libre-échange, enfin cette ZLEC, donc cette zone de libre-échange continentale, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, parce que d'abord on devrait mettre en place une politique pour moderniser nos industries, pour moderniser nos infrastructures, et pour pouvoir échanger des biens entre nous, des biens qui sont africains avant tout. Oui, voilà. Et au niveau des résistances locales, en fait, donc est-ce qu'il y en a? Quelles sont leurs forces? C'est très compliqué. C'est une question qui est très intéressante et on en débat très souvent. Après, c'est très compliqué parce que les dynamiques en Afrique sont déjà très différentes des dynamiques qu'on a en Occident. Donc, par exemple, dans le secteur agricole, il y a beaucoup de résistances qui se font au niveau des villages, notamment en Afrique de l'Ouest. Il y a un travail fantastique qui est fait par des organisations là-bas. Donc beaucoup de villages maintenant savent ce que sont les APE et quelles sont les conséquences. Mais après, pour lutter contre des gros mastodontes, c'est jamais évident. Les moyens manquent des fois et on a besoin de plus d'informations et de faire plus donc, de plaidoyer et de lobbying contre les institutions. Est-ce qu'il y a eu un lien, par exemple, avec... il y a eu quand même de grosses campagnes en Europe pour la lutte anti-TAFTA et anti-CETA. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui s'articule avec la lutte anti-APE ou pas vraiment en fait? Bien sûr, on est exactement dans la même logique finalement. C'est la logique néolibérale, ouvrons les marchés, exportons davantage et tout ira mieux dans le monde. Sauf que ça fait 30 ans, 40 ans qu'on nous parle de cette logique et qu'on voit que les résultats ne sont pas là. L'Afrique, la pauvreté n'a pas été résolue en Afrique et dans d'autres parties du monde. Et malgré ça, on continue à aller encore plus loin. On a
baisser les droits tarifaires à peu près sur un grand nombre de produits, la majorité des produits maintenant à travers le monde. Maintenant, on veut s'attaquer aux normes. On estime que les normes sont des barrières au commerce, donc on veut réduire les normes. On veut que les OGM produits aux États-Unis peuvent être vendus en Europe sans contrainte, que les Français peuvent vendre du poulet ou du bœuf en Afrique sans contrainte, etc., etc. Les exemples sont multiples. D'accord. Et alors justement, donc, toi, tu es coordinateur aussi du site bilatéral.org. Alors, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce site-là, qui est une source très importante d'informations? Alors oui, c'est le site bilatérals avec un S. .org. Alors c'est un site qui est en 3 langues déjà, en français, en anglais et en espagnol. Et c'est un site qui a été lancé il y a une quinzaine d'années par une dizaine d'ONG à travers le monde, donc c'est un site international. Parce qu'à l'époque, beaucoup de pays, notamment du Sud, beaucoup de mouvements sociaux dans le Sud, nous avaient dit il faut arrêter de travailler sur l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, et maintenant le problème c'est les accords bilatéraux. Voilà, demain, c'est ce qui va poser problème pour nos économies à travers le monde. Et donc ce site a été créé pour mettre en avant en fait le problème lié aux accords bilatéraux à travers le monde. Donc on parle aussi bien des accords bilatéraux en France, en Europe, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, etc. Et on fait une sorte de veille de tout ce qui se passe dans le monde. C'est une sorte de portal où toutes les informations sont centralisées. On publie aussi bien on republie, parce qu'on publie très peu de matériel qui est le nôtre en fait, original. On relaie beaucoup d'articles de presse, par exemple critiques, on relaie des analyses, dont celle de Jacques Berthelot, sur certains accords, et aussi les actions qui sont faites à droite à gauche à travers le monde de lutte contre ces accords. Je voudrais dire justement, je voudrais rebondir là-dessus, en ce sens que bilaterals.org a publié, disons, les 3 études d'impact que la Commission européenne a fait faire pour évaluer l'impact de l'APE d'Afrique de l'Ouest sur justement la population d'Afrique de l'Ouest. Et la Commission, les 3 études d'impact confiées à des bureaux d'études et financées par la Commission européenne, disons, ont conclu que l'impact serait globalement négatif pour l'Afrique de l'Ouest. Moyennant quoi ils n'ont pas publié. Moyennant quoi, ils ne les ont pas publiés, mais il y a eu une fuite. Et bilaterals.org, vous pouvez les récupérer donc, sur le titre « Ces accords que l'on vous cache », quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, puisque tous ces accords qui sont négociés, en fait, ils sont tout le temps en secret. Et même donc, quand l'Europe a commandé cette étude un peu d'impact économique, elle a vu que les résultats étaient négatifs et donc elle l'a mis dans le placard. Et donc, c'est Bilatéral qui l'a ressorti, qui l'a republié. Absolument. Pour voir que même l'Europe trouvait que ça valait rien, en fait, ces APE. Quoi. Exactement. Voilà. Et c'est ce que dit d'ailleurs Ken Ukoa, qui fait partie d'un mouvement des industriels au Nigeria. Il disait, si ces accords étaient si bénéfiques, pourquoi on les négociait en secret? S'ils étaient si bénéfiques, on se mettrait sous les lumières, il disait avec du vin, on négocierait, on ferait la fête ensemble. Mais non, ça ne se passe pas du tout comme ça en fait. C'est négocié en secret, la population n'est pas informée, c'est qu'il y a une raison derrière ça. Et pour tout savoir sur cet accord, vous pouvez donc lire ce livre. Donc, vous avez dit libre-échange, l'accord de partenariat économique Union européenne-Afrique de l'Ouest. Et il y a une édition en langue anglaise qui va être co-signée avec Ken Ukoa, qui est le président donc, de la National Association of Nigerian Traders, donc qui devrait sortir en septembre. Voilà, et donc il y a aussi donc, une préface de Mamadou Sissoko, donc, qui est membre du REPA aussi. Donc, et de Ken Ukoa. Voilà, aussi. donc qui sont donc deux personnes qui agissent vraiment beaucoup localement en Afrique, donc qui sont parmi des résistants majeurs. Voilà, et donc il faut soutenir toutes ces associations qui luttent. Donc il y a le REPA, donc il y a d'autres organismes dans chaque pays. Je pense que c'est important, nous, en tant que médias aussi, on doit vraiment avoir ce rôle-là de parler de ces gens-là, en fait, qui sont sur le terrain, qui n'ont pas de force frappe médiatique, mais donc qui font un travail que je tiens à souligner ici, vraiment phénoménal. On arrive au bout de notre petite interview. L'impact sur l'immigration. Et l'impact sur l'immigration. Allez, tu veux dire oui, donc ce que je veux dire, c'est que donc, en imposant donc, ces accords, eh bien, l'Union européenne se tire une balle dans le pied à deux niveaux. D'une part, l'aggravation donc, des pertes de recettes douanières, l'aggravation de manque de débouchés pour les jeunes, fait que, évidemment, le flux des migrants non désirés par l'Union européenne ne fera que s'accroître. Le risque aussi, c'est qu'ils se fassent embaucher par Boko Haram, Ansar Ardine, etc. Et alors, le deuxième aspect, c'est que l'Union européenne, même les intérêts égoïstes capitalistes de l'Union européenne
sont battus en brèche parce que, sans accepter que dans un premier temps, l'Afrique de l'Ouest assure sa souveraineté alimentaire et protège ses industries naissantes, ils seront incapables, les capitalistes européens seront incapables de leur vendre à moyen et long terme les services et les biens industriels à haute valeur ajoutée dont ils auront besoin. Et ce sera les États-Unis, la Chine, l'Inde et d'autres qui remporteront le marché. Eh oui, voilà. Voilà, merci à vous deux. Et donc, on va rendre l'antenne tout de suite pour encore un ou deux plateaux, je crois. Merci.